Mais on va d'abord s'intéresser à notre climat communautaire et se poser la question de savoir si les querelles linguistiques, notamment en région bruxelloise, appartiennent désormais au passé. On va en parler avec Olivier Minguin, il est bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et ancien président de Défi, et avec Philippe Van Parijs, qui est philosophe et qui est surtout président du Conseil pour le multilinguisme en région bruxelloise. Je vais commencer avec vous d'ailleurs, Philippe Van Parijs. Samedi dernier, vous avez organisé une journée d'études sur le multilinguisme avec le ministre Sven Gatz. On va y revenir dans quelques minutes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le statut de Bruxelles, région officiellement bilingue, et l'image qu'on a de Bruxelles, une ville très majoritairement francophone, au moins à 80%, avec une petite minorité néerlandophone, c'est plus une image ni un statut qui correspondent à la réalité ? C'est une image qui correspond encore partiellement à la réalité. Donc, samedi dernier, ce n'est pas organisé par le Conseil bruxellois pour le multilinguisme, mais par le ministre pour la promotion du multilinguisme. Donc, le gouvernement bruxellois a pour la première fois un ministère qui est chargé de cette promotion. Et donc, le ministre Sven Gatz publiait un livre et c'était ça l'occasion de cette journée. Alors, pour répondre à votre question, bon, est-ce que Bruxelles est encore peut-être vue comme une ville composée d'une majorité de francophones? C'est vrai, elle continue à l'être. Mais qu'est-ce que c'est qu'un francophone? Donc, le pourcentage de personnes qui disent pouvoir parler bien ou très bien le français, d'adultes bruxellois, qui le disent. Donc, on a les données les plus récentes remontent à 2017. Ce nombre est en régression de 96% à 87%. Mais le pourcentage de Bruxellois qui disent pouvoir parler bien ou très bien le néerlandais est en régression encore plus forte de 32% à 16%. Mais qu'est-ce qu'un francophone? Parce que dans les 87% de francophones, il y a pratiquement tous les néerlandophones en ce sens-là, parce que pratiquement tous les néerlandophones bruxellois sont capables de parler bien ou très bien, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux. Ouais. Donc il faut s'entendre sur le terme, mais ce qui est surtout nouveau, c'est l'immense diversité, nouveau par rapport au siècle dernier, c'est l'immense diversité linguistique qui existe à Bruxelles, ce qui n'empêche pas le français de rester la lingua franca principale dans la région bruxelloise. Ouais, donc il y a les arabophones, les lusophones, les anglophones, etc. etc. Est-ce que ça change les choses pour vous, dans la manière dont on gère la région bruxelloise et notamment dans la manière dont on organise le débat public, le débat politique et la langue administrative dans laquelle on peut communiquer? Le français, le néerlandais, aujourd'hui ça suffit ou ça ne suffit pas? Mais je crois qu'il y a une grande différence par rapport au passé. C'est-à-dire une bonne partie de nos institutions ont été élaborées, je dirais à juste titre, avec une certaine image, qu'il y avait une majorité francophone à Bruxelles, de gens qui ne pouvaient parler pratiquement que le français, qui insistaient pour avoir accès à tous leurs services en français, et à côté, une minorité qu'il s'agissait de protéger, à qui on devait donner les mêmes droits. Mais seulement cette situation est aujourd'hui profondément modifiée, et donc s'il s'agit par exemple de l'accès aux services, donc soit les services hospitaliers, les services dans les communes, les services, le CPAS, etc., eh bien aujourd'hui le défi majeur, ce n'est pas la minorité néerlandophone qui peuvent pour la plupart très bien se débrouiller en français, mais le défi majeur, ce sont les réfugiés syriens qui n'ont pas eu le temps de l'apprendre, les eurocrates qui ne savent pas très bien pour quelle durée ils viennent ici, et pas seulement les eurocrates, tous ceux qui tournent autour de ces institutions. Et donc, du point de vue des droits des citoyens, la situation, le défi est très différent, et de même, du point de vue de la représentation des minorités, qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus, la minorité flamande dans la jeune génération, la minorité dite flamande, les gens qui ont fait leur école secondaire dans l'enseignement néerlandophone de Bruxelles, c'est maintenant pour la jeune génération, de leur majorité, des personnes issues de l'immigration. Alors, des institutions qui étaient pensées pour protéger cette minorité-là sont devenues obsolètes. Il s'agit de les modifier gentiment, avec autant de compréhension que possible. Alors, à l'égard de la multiplicité présente à Bruxelles. On va donner la parole à Olivier Minguin. Je rappelle que vous avez transformé le FDF, Front démocratique des francophones, en Défi, démocrate, fédéraliste et indépendant. Vous avez laissé tomber le F de francophone. Est-ce que ça veut dire que la place du français n'est plus menacée? Et est-ce que vous pouvez embrayer sur le raisonnement de Philippe Van Parijs en vous disant peut-être que notre législation, notre réglementation linguistique à Bruxelles ne sont
plus tout à fait d'actualité? Alors, sur cette dernière question, tout à fait. Les lois linguistiques sont devenues obsolètes, je dirais de fait. Elles sont, pour reprendre une formule célèbre, le bilinguisme généralisé à Bruxelles est dépassé dans les faits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter sur certains aspects. Moi, je suis très protecteur de la minorité flamande, vous le savez. J'ai d'ailleurs été reconnu comme le bourgmestre à Bruxelles en pointe sur la protection des droits linguistiques de sa population flamande. Et en aucun cas, même si elle est devenue peut-être plus très significative dans certaines communes, je viens de sortir la statistique de Woluwe-Saint-Lambert, 97% des documents administratifs sont demandés en français à l'administration communale. C'est évidemment une démarche administrative, distinguons bien ce qu'est la pratique des langues et la démarche administrative, j'en suis bien conscient. Mais ça démontre quoi? Ça démontre que, comme disait Philippe Van Parijs, le français est devenu la langue de partage pour un certain nombre de personnes, même si ce n'est pas toujours leur première langue, il faut le reconnaître. Et là, on peut évidemment commencer à entrer dans des subtiles distinctions. Mais plus fondamentalement, je crois qu'en effet, les lois linguistiques telles qu'elles ont été conçues dans les années 60 sont des lois aujourd'hui obsolètes, complètement dépassées. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas en mesure de les appliquer, faute de trouver, notamment pour remplir les emplois qui sont en principe réservés au rôle linguistique néerlandais dans les administrations communales, nous ne sommes plus en mesure de trouver les candidats. C'est aussi simple que ça. C'est même plus une question de savoir si nous sommes pour ou contre ces lois linguistiques. Mon parti s'est toujours distingué en disant ces lois sont trop contraignantes et ne se justifiaient pas, mais sans méconnaître les droits de la population flamande. Mais aujourd'hui, nous ne trouvons plus les candidats pour occuper les fonctions, la fonction de parité, et ainsi de suite. Alors, je reviens à... Ouais. J'ai envie de vous poser directement une autre question, Olivier Minguin, si vous permettez. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on pense désormais à organiser, par exemple, pour les démarches administratives, un accueil en anglais? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Si on doit avoir la reconnaissance du multilinguisme, alors c'est un réel multilinguisme dans toute sa diversité que l'on connaît à Bruxelles. Je prends l'exemple de ma commune. Depuis maintenant près de 10 ans, et nous sommes la seule commune à le faire, nous avons instauré une prime linguistique pour les agents communaux qui pratiquent une autre langue qu'une des langues nationales. Enfin, en tout cas, le français et le néerlandais en vigueur à Bruxelles. Mais c'est vrai pour l'anglais, mais c'est aussi vrai pour l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe. On a même eu le polonais, on a toujours le polonais, le mandarin. Enfin, on a reconnu une très grande diversité en fonction de la capacité linguistique de nos agents à pouvoir accueillir. Alors moi, je distingue l'accueil, ce que j'appelle la courtoisie linguistique, et puis la langue administrative en vigueur. Je suis pour qu'on reconnaisse la grande diversité linguistique dans l'accueil, et notamment dans les premiers contacts pour les primo-arrivants qui, en effet, ne maîtrisent aucune des langues nationales, et donc il n'y a aucune raison de leur dire « venez avec un interprète ». Dès lors que nous avons du personnel susceptible de l'accueillir dans sa langue, ayons cette amabilité, ce sens de l'accueil qui nous différencie des nationalistes en les accueillant dans leur langue. Mais après ça, je suis pour que l'on garde les deux langues nationales comme étant les langues de l'administration dans les rapports pour les actes administratifs obligatoires. Alors ça, là, je crois que ça fait partie de notre patrimoine culturel, linguistique, historique, qu'il faut reconnaître. Alors, je vais donner la parole à Philippe Van Parijs. Même de langues étrangères l'admettent sans problème et ça ne pose aucune difficulté dans les relations. La qualité de l'accueil et le respect de la langue administrative est quelque chose de parfaitement admis par les administrés, même s'ils ne sont pas francophones ou néerlandophones. Philippe Van Parijs, vous seriez d'accord avec cette distinction et cette pratique mise en place par Olivier Minguin? Il faut qu'on ait une langue d'accueil où on est relativement souple, mais la langue administrative, celle qui sert pour les documents officiels, ça doit rester le français, le néerlandais. Est-ce que c'est la voie que vous suivriez ou est-ce que vous en avez une autre à nous suggérer? Assez rapidement parce que le temps tourne. D'accord. D'abord, je salue l'initiative de Woluwe-Saint-Lambert. Je trouve que c'est vraiment aller dans la bonne direction. J'étais heureux de découvrir que la police de Bruxelles aussi, dans plusieurs zones, donnait des primes pour les langues autres que le français et le néerlandais. C'est la direction dans laquelle il faut aller. Alors, et en même temps, promouvoir, bien sûr, la reconnaissance des différentes langues, l'encouragement de leur apprentissage et de leur transmission. Quand il s'agit du statut officiel, personnellement, j'insiste d'abord sur le fait qu'il faut bien voir ce qu'on entend par officiel. L'anglais est déjà partiellement une langue officielle à Bruxelles, puisqu'elle est utilisée
par des autorités officielles, ne fût-ce que pour appeler des institutions Visit Brussels, Brew Partners, etc. Donc à un niveau superficiel, elle l'est déjà. Est-ce qu'elle doit le devenir entièrement? Certainement pas. Il ne faut pas se mettre à trouver un troisième nom pour toutes les rues qui serait un nom en anglais. Mais je suis favorable à ce qu'on augmente le rôle de l'anglais, y compris dans les démarches administratives. Donc au-delà de l'accueil immédiat, où effectivement l'anglais parmi d'autres langues peut être très utile, il est important que des documents administratifs, soit des formulaires administratifs, soient désormais également accessibles en anglais. Et donc il faut une manière de reconnaître, en fait, à travers cette reconnaissance d'une troisième langue, que Bruxelles, ce n'est plus des Wallons et des Flamands qui habitent côte à côte. C'est une ville qui est fondamentalement multilingue. On ne pourra pas mettre toutes les langues sur le même pied, mais mettre la langue principale des institutions européennes, lui donner un statut officiel. Alors, et la direction dans laquelle nous allons et devons aller. Ouais, parce que juste sur ce point-là, parce qu'on a un invité qui attend, mais juste sur ce point-là, une réponse rapide d'Olivier Minguin. L'anglais, langue officielle, pas pour demain à Woluwe-Saint-Lambert? Non, non, mais par contre, la traduction libre donnée d'un certain nombre de formulaires en plusieurs langues, moi je ne vois pas pourquoi l'espagnol, l'italien, l'allemand devraient se mettre nécessairement à l'anglais. Ça, c'est imposer un monolinguisme de prétendu compromis. La diversité des langues et la richesse de l'Europe, c'est la richesse des expressions culturelles. Reconnaissons la même importance à toutes les langues. Je ne suis pas pour une hiérarchie des langues, je suis pour la liberté linguistique, et il n'y a aucune raison de contraindre un Roumain, un Espagnol, un Italien à recourir à l'anglais, pas plus d'ailleurs peut-être qu'au français en certaines circonstances, même si c'est une des langues officielles. Et donc, moi, je suis pour une très grande diversité des traductions d'un certain nombre de documents, ce que nous faisons aussi petit à petit dans notre commune. Nous traduisons, mais nous ne privilégions pas le seul anglais. L'anglais pour ceux qui le souhaitent, mais il n'y a aucune raison qu'un Espagnol n'ait pas droit à être accueilli en espagnol dans notre administration communale. Et on va s'arrêter là. C'est le vrai respect du multilinguisme, sinon ça devient la domination d'une autre langue qui, de surcroît, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je sais que vous avez envie de continuer. Membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, qu'il en subisse aussi un peu les conséquences en ce qui concerne le rayonnement par rapport à nos institutions. Oui, on va s'arrêter là, parce que je sais que vous avez envie de continuer à en parler, mais on va s'arrêter là, parce qu'on a un invité qui nous attend. Merci beaucoup, Philippe Van Parijs et Olivier Minguin.